Bonjour à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler négociation et même manipulation dans l'immobilier. Je vais vous faire aujourd'hui le top 5 des stratégies de manipulation que vous pouvez utiliser dans l'immobilier. Bon, aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas mis de cravate rouge. Normalement, on dit qu'il faut mettre sa vie en rouge pour faciliter la négociation et la discussion avec des interlocuteurs. Comme je ne vais pas essayer de vous manipuler aujourd'hui, vous voyez, je me suis habillé de manière très sobre. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin, je vais vous parler d'un webinaire, justement, une sorte de mini-formation, si vous voulez, sur la thématique de l'art de la négociation. Donc voilà, je vous en parlerai davantage à la fin, donc je vous conseille de rester. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, évidemment, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Bon, la première stratégie qu'on peut utiliser lorsqu'on fait de la négociation, voire de la manipulation, c'est ce qu'on appelle la stratégie de diversion. Ça veut dire tout simplement qu'on va parler d'un autre sujet, d'accord, pour éviter de parler du sujet central qui nous intéresse, c'est-à-dire le prix. Comment ça peut se mettre en place? Tout simplement, on peut imaginer qu'on va commencer à discuter du prix, qu'on a éventuellement rédigé une offre à la main qu'on peut lui donner. Mais en fait, en même temps qu'on va lui donner cette offre, qui sera avec un prix bien sûr inférieur au prix annoncé, on va parler de notre sujet. On va parler peut-être on va parler de, je sais pas moi, pour quelle raison il vend. On va lui parler de, je sais pas moi, depuis quand il a acheté, comment ça s'est passé, quels sont ses projets pour l'avenir. Par exemple, ça peut être intéressant de dire, ben voilà, c'est quoi vos projets par la suite. Vous vouliez peut-être vendre pour réinvestir, vous vouliez vendre pour profiter tout simplement de la vie. Et on a eu déjà plusieurs cas. Si je veux vous parler un peu des différents sujets qu'on a eu avec des investisseurs ou des vendeurs tout simplement. Je sais par exemple que sur des projets en Lorraine, on a eu des gens une personne qui était assez âgée, qui se séparait de tous ses immeubles. C'était le dernier immeuble qui leur restait. Donc, il se séparait de tous ses biens pour pouvoir profiter de la vie et redescendre vivre dans le sud. Voilà, par exemple. On a eu des gens à côté de Mulhouse qui, eux, ont dit clairement, nous on vend parce qu'on veut se faire plaisir et on veut tout claquer. Voilà, on veut tout claquer. Voilà, c'est en gros. Et c'est marrant parce que du coup, ils se sont lâchés totalement parce qu'on a dit justement qu'on était aussi investisseur immobilier. Ils ont senti qu'ils pouvaient tout dire et qu'il n'y avait pas de tabou par rapport à l'argent. Et du coup, ils nous ont dit, nous on est blindés. Donc voilà, maintenant on vend et avec l'argent qu'on va gagner en fait de cette vente, on va profiter. Donc à la fois, ça nous donne des infos sur le potentiel de négociation qu'on peut avoir, sur le besoin qu'a cette personne à obtenir un prix. En réalité, quand vous êtes sur des personnes comme ça qui sont blindées entre guillemets et qui n'ont pas besoin de cet argent, on pourrait se dire que du coup ils ne sont pas à 20 000 euros près, mais en réalité ils n'ont aucune pression. Parce que de toute façon leur produit il tournait, il était déjà loué, il fonctionnait bien, ils n'avaient pas de problème d'argent. Donc, ils n'étaient pas du tout ouverts à la négo. Ils savaient que leur bien, il valait le prix annoncé. Et du coup, il est parti même rapidement et ça n'a pas posé problème. Voilà. Mais quand vous avez quelqu'un qui a des difficultés, qui a des problématiques, il faut aussi faire du social, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et je vous dis, le fait en même temps que vous abordez le sujet des prix, changer de suite de sujet pour faire passer entre guillemets la pilule plus facilement en s'intéressant à la personne en même temps que vous lui dites en fait ton prix à 150, je t'en donne 120 000. Par contre du coup comment ça se passe en ce moment pour vous la vie, etc. Donc le truc c'est d'essayer de changer le sujet en même temps que vous faites votre offre d'achat ou que vous parlez du prix. Voilà, c'est assez difficile mais vous comprenez l'idée générale d'essayer de changer de sujet tout simplement. Donc ça, c'était la première stratégie. La deuxième stratégie qu'on peut utiliser pour la manipulation, c'est ce qu'on va appeler le différé. Le différé, c'est quoi? C'est tout simplement, au lieu de négocier sur le prix uniquement, c'est-à-dire sur la valeur d'achat, vous allez négocier sur une valeur différée. C'est-à-dire que vous allez négocier quelque chose qui n'est pas le prix directement, qui est quelque chose qui aura un impact pour lui, mais dans un futur un peu plus lointain que la vente en elle-même.
Un exemple tout simple, et c'est l'exemple qui revient le plus souvent, c'est la négociation de la non-proratisation de la taxe foncière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que normalement, si vous achetez par exemple, vous signez un compromis, imaginons au mois de février, vous achetez au mois de mai, vous allez devoir remettre un chèque ou un virement au vendeur d'un montant de ce qui vous reste en taxe foncière de l'année. C'est-à-dire que si vous achetez fin mai, il va vous rester juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord? Il va vous rester 7 mois à payer, donc 7/12e en réalité de la taxe foncière de l'année en question. En général, on va se référer sur l'année précédente et partir sur cet estimatif-là. Ce qui veut dire que si vous achetez par exemple, imaginez au mois de mai, vous êtes propriétaire au mois de mai, le propriétaire, lui, donc le vendeur, va payer sa taxe foncière. S'il n'est pas mensualisé, il ne va payer qu'au mois d'octobre. Donc, ça veut dire qu'il va payer plusieurs mois après la vente. Donc, dans la discussion et dans la négociation, il va se dire, ok, bon, ben ça, on verra plus tard. Donc, ça veut dire que, ok, ce n'est pas le prix directement, donc ça a moins d'impact psychologiquement pour lui. Donc, ça, c'est une stratégie de négocier du différé, c'est-à-dire négocier sur un sujet qui aura lieu plus tard dans le temps. Voilà, tout simplement. C'est une manière en fait pour lui de repousser les problèmes. La troisième stratégie, c'est créer des problèmes pour offrir des solutions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir éventuellement si vous voulez, mettre l'accent sur une problématique du projet que lui n'aurait pas forcément vue en proposant également une solution de secours. Souvent, la solution de secours, c'est vous dire, bon, écoutez, malgré tout ça, je peux vous le récupérer, d'accord? Je peux vous l'acheter quand même. Par contre, bien sûr, il y a évidemment une contrainte financière derrière. Un exemple tout simple, lors d'un précédent achat, on achetait un immeuble sur lequel au dernier étage, il y avait des chambres meublées qui étaient louées. Sauf que les chambres, en réalité, elles étaient avec des baux individuels. Et les chambres étaient trop petites en loi Carrez, d'accord? Elles faisaient, je crois, 7 mètres carrés, un truc comme ça. Donc, bon, voilà, c'était pas légal du tout. Donc, il ne pouvait pas rester comme ça. Donc, évidemment, on lui en a fait part. On lui a dit, c'est problématique parce que nous, du coup, les chambres qu'on pensait pouvoir exploiter et qui nous rapportaient tant par mois, du coup, ça ne va pas nous rapporter parce qu'il va falloir faire partir ces locataires. En plus, les chambres n'étaient pas en très bon état, donc on voulait, nous, faire partir ces personnes, d'accord? Donc, on lui a dit, écoutez, faites partir les locataires, parce que de toute façon, ce n'est pas légal, donc il faut faire quelque chose. Mais par contre, bon, on veut bien toujours acheter le bien, mais il va falloir baisser le prix, parce que nous, on perd quand même l'équivalent de 3-4 chambres là-haut, qui étaient louées sur le papier, mais qui ne peuvent pas être louées. Bon, ce qu'on ne lui a pas dit en réalité, c'est que là-haut, dans ces chambres, on pouvait imaginer faire une colocation avec un bail unique, d'accord, un bail commun à l'ensemble des chambres et du coup, ça rendait le projet viable. D'accord? Donc, bien sûr, on ne lui a pas donné cette solution-là qui était notre solution, mais tout simplement pour vous dire qu'on lui a donné une solution qui était la solution tout simplement de nous le vendre malgré tout et que nous, on acceptait les problématiques qui étaient liées avec ce bien. Voilà, donc c'était ça que je voulais dire dans le sens de proposer des solutions après avoir créé un problème. La quatrième stratégie, c'est faire appel à l'émotionnel plutôt que le rationnel. On a parlé dans le premier point, l'idée, il est quand même de s'intéresser à cette personne, un minimum, et que cette personne s'intéresse à vous et qu'elle s'intéresse au projet que vous voulez faire. C'est important d'avoir un projet. Et il ne faut pas oublier que vous avez beaucoup d'investisseurs qui sont des anciens, qui sont des grands-parents aujourd'hui, qui vendent pas forcément parce qu'ils ont besoin de l'argent, mais parce qu'ils veulent plus s'en occuper. C'est des biens qui sont vides généralement. Et les gens ont quand même, sont toujours liés émotionnellement au bien. Parce que c'est un bien familial, parce qu'ils ont peut-être grandi, parce qu'ils ont peut-être eu de la famille dedans, d'accord, parce qu'ils ont passé les vacances ici. Et c'est ça qu'il faut arriver à voir. C'est-à-dire que, ok, vous allez parler de ce sujet-là, donc ça va être compliqué pour eux de vendre un élément qui est émotionnel, trop émotionnel. Mais par contre, vous allez aussi pouvoir jouer sur l'émotionnel par rapport au projet que vous allez en faire. C'est-à-dire que si vous dites, écoutez, moi je vais faire des cages à lapins et je vais faire marchand de sommeil, vous n'allez pas vendre du rêve, d'accord? Et une personne qui n'a pas besoin de vendre, elle va tout simplement décider de ne pas vous vendre à vous. Par contre, si vous dites,
voilà, ben nous, attention, nous on fait l'objectif c'est vraiment de garder l'authenticité du produit, c'est de remettre en valeur le bâtiment, de créer un produit exceptionnel, etc. Donc, c'est-à-dire, vous devez vendre un projet. De la même manière que quand vous allez le vendre en fait au banquier, ben là, vous devez presque vendre le projet au vendeur et que le vendeur se dise ouais, c'est cool, il va faire ça va être bien, ça va être un joli projet ce qu'il va faire. Donc là, il va s'intéresser au projet que vous pouvez en faire. Et donc là, c'est presque comme si vous le faisiez prendre part de l'opération en disant voilà, il y a tout ça, voilà ce que je voudrais faire, etc. Donc vous imaginez du coup le coût que ça représente de réaliser tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai besoin que vous puissiez faire un effort pour nous aider en fait à créer quelque chose d'exceptionnel, etc. Donc c'est ça qu'il va falloir faire, c'est jouer sur l'émotionnel. Bon, évidemment. Vous allez aussi pouvoir le faire en s'intéressant à lui directement par rapport à sa situation familiale, professionnelle, poser des questions, le faire parler tout simplement et expliquer, voilà, qu'il puisse se confier à vous, qu'il y ait une relation qui soit différente, qui soit créée et pas une relation vendeur-acheteur directement. Voilà, que ce soit plus loin qu'une relation vendeur-acheteur. Et le cinquième point, il relie un petit peu le point concernant les problèmes et les solutions. C'est ce que j'appelle maintenir dans l'ignorance. Maintenir dans l'ignorance. Alors, ça peut paraître un peu méchant, mais en réalité, maintenir dans l'ignorance, je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsqu'on a on a fait des visites avec des gens qui avaient acheté des immeubles en SCI, d'accord, en SCI à l'IR par exemple, et ces personnes qui ne faisaient pas de travaux à l'intérieur et qui faisaient de la location nue, s'en sortaient pas du tout fiscalement, d'accord. C'était, en gros, ils vendaient parce qu'ils avaient fait beaucoup de travaux il y a 15 ans, d'accord, donc ça allait très bien. Et là, ils ne s'en sortaient plus. Ils s'en sortaient plus, ils payaient beaucoup trop d'impôts, le produit qui paraissait rentable sur le papier ne l'était plus vraiment. Et donc, la solution que j'aurais pu leur donner, c'était de dire, ben voilà, vous auriez pu imaginer peut-être le passer à l'IS et faire du meublé, ou même pas faire du meublé, on s'en fout, mais en tout cas, vous auriez pu passer à l'IS vu qu'ils avaient une forte TMI, donc un fort taux marginal d'imposition, ils auraient pu réduire malgré tout leur fiscalité en passant à SCI à l'IS. Bon, c'était pas leur choix, mais peut-être que si je leur avais donné cette solution, ils se seraient dit, ah, c'est pas con, du coup finalement on va pas vendre. Et je sais, pour avoir connu plusieurs investisseurs qui ont donné des conseils comme ça aux vendeurs, parce que en même temps, vous aurez généralement plus de connaissances que le vendeur en face de vous, vous aurez tendance parfois à trop parler. Voilà, moi je sais que je suis comme ça, j'ai tendance à trop parler et quand je vois une problématique, j'ai tendance à vouloir essayer de la résoudre. Bon, non, ça peut paraître, contre nature, mais n'oubliez pas qu'il y a des intérêts financiers pour vous sur cette opération-là et que l'objectif, c'est que la personne veuille toujours vendre. Donc, si vous lui donnez des solutions sur comment optimiser sa fiscalité sur cette opération précisément, non, ça ne marchera pas. Par contre, une fois que vous avez signé, une fois que vous avez vendu, vous pouvez lui donner les conseils si vous voulez. Mais en tout cas, attention de ne pas le faire dès le départ. Sinon, vous allez lui donner les éléments nécessaires, soit pour valoriser le prix de vente, soit pour ne plus vendre du tout. Donc ça, c'est vraiment très dangereux. Donc voilà, j'espère que ces stratégies vont vous aider, que vous allez pouvoir les appliquer à différentes échelles. Alors, ces stratégies que je vais présenter sous forme de stratégies immobilières, de manipulation immobilière, mais en réalité, sont des stratégies que vous pouvez appliquer tous les jours dans tous les milieux. D'accord, pas que l'immobilier, quand vous allez négocier avec votre patron, quand vous allez négocier pour acheter une voiture, quand vous allez négocier pour quoi que ce soit, vous allez pouvoir utiliser ces stratégies au quotidien pour vous aider tout simplement dans la négociation. Au début, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin parce que j'avais parlé d'un webinaire sur l'art de la négociation. C'est un webinaire qui va durer 2 heures environ sur lequel on va parler de toutes les thématiques autour de cette négociation et cette manipulation. Dans les premières parties, on va parler de la négociation à distance avant de visiter comment on peut faire pour déjà évaluer le potentiel de baisse d'un prix et comment on peut évaluer et commencer d'ailleurs la négociation et la baisse de prix. On va parler également de la prise d'information sur place lors d'une visite. On va parler de l'offre d'achat, comment la rédiger, ce qu'il faut mettre dedans, ce qui peut aider en fait à intégrer dans la discussion et dans la négociation pour faire baisser le prix. On va parler également des autres éléments que le prix qui peuvent vous aider tout simplement dans une négociation. Et à la fin, on reviendra sur les stratégies de manipulation.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous conseille également de télécharger la checklist immobilière que je vous mets en dessous, d'accord, dans la description, qui va vous aider dans votre phase, d'accord, d'analyse de biens. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!